Bonjour Monsieur Delattre, vous avez une renommée extraordinaire au niveau de Farciennes. Nous enquêtons sur donc le château, sur son histoire. On vous remercie mais vraiment pleinement de nous accueillir et de nous offrir votre savoir. On apprend ici en se déplaçant que vous êtes un homme de lettres. Je suis un homme de lettres. Vous nous avez fait cette lettre que je vous invite à lire. Nous sommes ici le 8 octobre. Cette lettre, c'est pour vous remercier de votre présence afin de pouvoir dialoguer sur un sujet qui me tient à cœur et dont j'en fais un emploi des plus agréables en transmettant mon savoir. Je me présente, Claude Delattre, namurois d'origine et de cœur, farciennois depuis 1959, d'un passé commercial et comptable de formation, plus d'autres accointances en complément. Ici sur place, je suis administrateur de l'organisation Farciennes Plus, organisme qui compte malgré tout plusieurs cordes à son arc, tant économique, médical ou patrimonial. Je suis historien local et passionné de son château avec d'autres compléments que je transmets lors de certaines conférences à la demande de tous bords. J'interromps cette litanie et reste à votre attention pour développer le sujet du jour, c'est-à-dire le château de Longueval, son histoire au passé parfois pulpeux et cocasse. Bien à vous. C'est très gentil, merci beaucoup. J'aurai un souvenir. Vous êtes namurois de base et vous êtes arrivé à Farciennes. Est-ce que vous aviez déjà connaissance de ce château? Je suis arrivé ici à Farciennes en 1959 après mon service militaire, parce que précédemment, ici sur place, il y avait ma grand-tante, comme on disait, j'ai toujours dit ma tante, la sœur de ma grand-mère, qui avait le commerce. Parce qu'en restant dans l'historique, si on veut du passé, le mien, en tant que commerçant, si le bonheur le permet, dans 4 ans, il y a 100 ans que nous occupons cette maison-ci. Vous verrez passer dans 4 ans si le canard est toujours vivant. J'ai connaissance de ce château sur l'époque où j'étais gosse, parce que par le côté clientèle, ma femme avait les 2 personnages qui habitaient au château comme clients. Et quand on passait devant le château, Madame Jeanne, elle disait « Ah, Madame Ourleman », c'était son nom, un nom flamand, « venez avec le gamin, venez boire une tasse de café et je ferai une tasse de chocolat pour le gamin ». C'est comme ça que j'ai eu accès au château. J'ai connu, avec du mobilier, du Van Malter, des fauteuils de l'époque de Louis XIV. Il existait la grande cuisine, la cage d'escalier, la petite salle à manger, la grande salle à manger, et le grand salon, non, le petit salon de la comtesse, parce que le petit salon qu'on appelle le salon bleu par les plafonds, qui avait été fait par des grands plâtriers, des Italiens, artistes de château, qui étaient répandus également en France. Et en plus que ça, dans ce salon bleu, elle avait des tapisseries. Des tapisseries qui avaient été faites par la dernière des comtesses qui habitaient au château. Il y avait 14 tapisseries. Tout ça, ça a été à l'abandon. Il y a 4 tapisseries qui ont été sauvées. Nous en connaissons 2 qui ont été restaurées avec des moyens de notre association. Il y avait des douves autour du château. Il y a eu des douves. Le château est à 100 mètres de la Sambre. Tout à fait. Il y a eu des douves, il y a des divs, et il y a eu des gondoles qui venaient de Venise. C'est vrai? C'est la vérité. J'ai sur un document une photo avec des gondoles de Venise. Il y a eu des moments de réception ici du tonnerre. Il ne faut pas oublier, c'était 3 seigneurs, les 3 grands seigneurs qui ont été là ont été des seigneurs de guerre, mais ne dirons pas qu'un seigneur de guerre, s'il a son écharpe de maréchal, c'est qu'il est haut de gamme. Et ces 3 seigneurs, quel était leur nom alors? Les Longueval. C'est Longueval qui est à l'origine donc du château. C'était pas eux, c'était... il y a eu pour commencer ce qui s'appelle une tour de garde, c'est-à-dire une tour de garde qui était une espèce de... Une tour de guet. de cylindre en hauteur, qui était ce qu'on voit en France, des pigeonniers, mais qui était à la surveillance de la Sambre. Parce que la Sambre, dans le passé, je parle ici du 15e siècle, 13e et 14e siècle, il y avait ce qui s'appelle des péniches sur la Sambre, qui venaient de France. Le canal de Loire-Sambre, c'est une autre histoire, mais qui venait de France. Mais à ce moment-là, il n'y avait aucune écluse. Alors, on chassait le bateau qui avait de l'eau
qui était retenu pendant un certain temps. On chassait, on baissait les ventelles, l'eau partait, les bateaux partaient jusqu'au prochain arrêt où j'étais retenu, qu'il n'y avait plus assez d'eau. Et ces ventelles-là permettaient au château, aux châtelains, d'avoir des revenus pour la surveillance de ces bateaux par le seigneur des Ok, lieux. d'accord. Avec un droit de passage, chose comme ça. Un droit de quoi. passage. À la base, c'était donc une tour, donc un péage. Un grosso modo, péage. un péage fluvial. Et surveillance. Ensuite, c'est devenu un. Et après ça, quand il y a eu 40 seigneurs à Farciennes. Et les derniers, ce sont les 2 îles. Des Wallons de chez nous, des Wallons de Bruxelles. Eh bien, quand sur les derniers, dans la dernière famille des 2 îles, il n'y a pas eu d'héritier. Mais ils avaient un neveu en France. Et le neveu en France, c'est Charles-Louis Bonaventure de Longueval, qui avait 3 ans. C'est lui qui a hérité ça, et c'est lui qui a fait le château fort. Parce que ça a été une forteresse. C'est devenu une forteresse en quelle année alors Aux environs, à l'époque de Charles le Téméraire. Donc, 1400 AD. Ouais. Parce que Charles le Téméraire, il rentre aussi en ligne de compte ici dans notre château, d'une façon très simple. Vous aviez ce qui s'appelle l'Empire catholique germanique de Jérusalem que Charlemagne dirigeait. Oui. À sa mort, a été divisé en 3. La Lotharingie, les 2 autres parties, je ne reviens pas dessus, excusez-moi, mais on faisait partie, nous autres, de la grande descente depuis Maastricht jusqu'à Lyon. Ouais, ce qui fait déjà une belle trotte. Une belle trotte, hein? C'est déjà une autoroute. Et alors, à ce moment-là, nous étions administrés, parce que seigneurs locaux, tant qu'on était, on était sous la dominance chrétienne du prince évêque de Liège, qui lui avait un appui militaire du duc de Bavière. C'est ça qui était fou, hein, de voir la religion, comment elle avait un impact militaire. Très grand. Et alors, c'est comme ça que tout compte fait. Après la forteresse, il y a eu une grande bataille ici chez nous, dans la région de Tongres. Tongres était un fief très catholique en Flandre, c'est à la porte du Limbourg, très catholique, et il y avait 2-3 seigneurs là dans la région du Brabant adjacent au Limbourg, riches, des propriétaires terriens, et il y a eu un conflit, on dirait l'autre, pour 3 arts de terrain ou pour 1 hectare de navigation ou une histoire pareille. Donc les seigneurs de Tongres, du Limbourg, les Liégeois sont mêlés, puisqu'ils avaient une attache dans le Limbourg, et c'est quelque chose qui a tourné un carnage en faisant 15 000 morts en 24 heures. Il y a un blason sur le château de Farciennes. Il y a un blason sur c'est celui-ci. Ok, d'accord. La définition de ce blason. Vous connaissez un peu l'origine ou quoi L'origine, c'est simple. L'origine de ce blason-là, ce sont les Longueval. C'est le blason de la famille de Longueval, en fait. C'est le blason de Longueval. Tandis que ce complément-là, ce n'est pas du Longueval. C'est du... À ce moment de l'interview, on aimerait vous faire part d'une chose. C'est-à-dire que tous les membres ayant participé à cette investigation avons vécu des petites bizarreries de la vie. Ce qui est étrange, c'est que chacun de notre côté, on vit ces phénomènes, et tous ces phénomènes nous ramènent à un point commun, le château. En l'occurrence, là, nous parlons du blason de la famille Longueval. Et nous abordons pour la première fois le sujet des Hongrois qui ont vécu et investi ce château. Alors il faut savoir que ces Hongrois, de par la comtesse, sont des descendants, enfin surtout la comtesse, des descendants directs de Vlad Dracul, qui est donc à l'origine de la légende de Dracula. Et donc nous parlons de ce blason, nous parlons des Longueval, et Monsieur Delattre dit que ce rajout sur le blason appartient à la famille hongroise. Et pour la première fois où nous allons aborder le sujet de cette famille hongroise, on voit une petite lumière qui part à peu près ici de mon corps, là de la poitrine, et qui va vers Monsieur Delattre.
Et c'est quand même assez curieux parce que j'ai beau regarder, jamais on n'a eu un problème visuel sur la caméra pendant tout le reportage. Alors oui, c'est peut-être le hasard, mais en attendant, je rappelle que nous, on a eu une succession de choses qui vont dans ce sens. De Longueval. Tandis que ceci, ce complément-là, ce n'est pas du Longueval, c'est du... de Joseph Steinbeck, c'est lui, qui est un Hongrois. La partie ici en bas alors. Oui, Ok, c'est ça. Et lui, c'est un Hongrois alors. C'est un Hongrois. Ça, c'est l'intérieur du château. Là, on a parlé tantôt de Napoléon. Oui. Napoléon, quand il est venu à la bataille de Ligny, et après Waterloo, Ouais. à la bataille de Ligny, il y a un de ses officiers généraux qui a logé ici. Alors, quand Napoléon Qui a logé se ici, permettait, qui a logé au ici. château, quand Napoléon se permettait d'arriver quelque part, de mettre, vous, tel général, vous irez là-bas, c'est des histoires d'estafette, et patati patata, c'est la mise en route. Eh bien, il ne faut pas oublier qu'un général, quand il arrive dans un château, c'était une dizaine de personnes. Sa garde personnelle, son médecin, son ceci, son cela, et son lave derrière en même temps, si vous voulez. Eh bien, il donnait un cadeau. Il donnait sa personne. Et c'est ça, c'est une preuve comme quoi qu'il y a eu un général de Napoléon qui est venu ici. Qui est venu dans le parce château. qu'il n'y a que dans les châteaux qu'on revoit un cadre. Pour moi, il a été fait à la série. Je ne sais pas quelle imprimerie, mais il a été fait à la série. Voilà l'entrée du château. Oui. Ça, c'est ce que vous connaissez, que vous avez vu. Que je vous ai dit, la salle à manger, le grand escalier, la petite salle à manger, le passage, ici, il y en a deux passages, mais il n'y en a qu'un. La grande salle à manger et le boudoir de la comtesse qui avait un escalier particulier qui a disparu. Tout ça, ça c'est la ferme. Il y a encore un petit morceau de mur là. C'est la ferme qui a eu 2 fois un incendie, un pendant la guerre et un après la guerre. Celui après la guerre, c'est une méchanceté de gens. On n'aimait pas les animaux, on ne les aimait pas. Ça, c'était la grosse grange. C'est dans celle-ci qu'il y a eu le plus grand incendie où il a perdu toutes ses bêtes. Il y a de quoi se pendre. Hein. Ouais. Et ça, c'était le logis du bailli, le responsable du château tant que le seigneur était en guerre. Ça, c'était les logements communs et pour la garde personnelle. Ça, c'était les écuries, les remises de voitures, les écuries. Et la fameuse tour que je disais tantôt, la première tour, c'est celle-là, mais on n'a plus de traces. On l'a sur les plans. Ça, ce qui a été abattu ici, il y avait une salle de fête. C'était plus grand que la partie principale. Oui. Ça, c'était la chapelle. Dans l'histoire de la tour carrée, plutôt avec la chapelle derrière, il n'y a jamais eu personne qui a été enterré dedans, c'est prouvé. On a descendu bas assez pour essayer de trouver des cas. C'est encore de la légende, personne n'a été enterré là. Parce que les seigneurs ici, ils ont été beaucoup enterrés, ce qui s'appelle à la chapelle du couvent de Pironchamp. Il y a là ce qui s'appelle des grands seigneurs nationaux qui ont été enterrés. Le couvent, là-bas, a disparu. Il y avait des monuments en marbre de Carrare. Les princes de Mérode avaient un monument en marbre de Carrare. Et il y avait au moins une dizaine de familles nobles qui étaient enterrées là. Donc on est d'accord que historiquement c'était ce péage, donc cette tour de guet. Ensuite c'est devenu un donjon, comme vous disiez, mais très brièvement. Oui. C'est très vite devenu donc un château fort. On a bâti un château fort. Hein. Ouais. Il n'y avait pas de ce qui s'appelle d'assises d'un château, puisqu'il y avait que la tour de guet pour les premiers seigneurs qui n'étaient pas les seigneurs de guerre. Les seigneurs de guerre, c'est l'arrivée des Longueval. Tous les autres, c'était des petits seigneurs de terre. Okay, les 40 seigneurs, ce sont des petits seigneurs de terre. C'est vraiment devenu militaire à partir voilà. du château et de l'origine, le château Longueval. Par contre, je fais une aparté, parce que quand j'avais fait des recherches, j'avais vu un moment, il parlait de Louis XIV au niveau du château. Quand Louis XIV est venu ici, c'est quand il est venu faire le siège de Namur en 1692. Il est venu 2 fois par ici au château de Farciennes. Il est resté 4 jours avec sa cour, parce que quand Louis XIV arrivait à un château, il envoie une estafette, pas en moto comme à la guerre, il envoie une estafette pour prévenir Sa Majesté le roi Louis XIV demande accueil dans votre propriété, il viendra avec sa cour à votre charge. Oui, bien sûr. Eh bien, quand Louis XIV s'est déplacé, c'est pour arriver à un château, lui, sa femme,
La lingerie, le pharmacien et tout Saint-Trayen, et sa garde personnelle, c'était 100 personnes sur le dos du châtelain. Puis c'était pas bien de dire non. C'était pas bien de dire non. Et il est venu ici d'une façon par hasard. Je vous ai parlé des jardins qui ont été faits par les enfants, par les élèves de Le Nôtre. Oui. Qui a fait les jardins de Versailles. Oui. Ah, c'est ça, le jardin de Versailles, c'est ce que j'avais vu. C'est Le Nôtre. Mais ce sont ces élèves qui sont venus ici. Il est allé au château de Ham-sur-Eure. Si vous le connaissez, c'est un beau château en L. Mais le château de Longueval était un château en L aussi. Oui, c'était le côté fermage, c'est le machin qui donne l'impression qu'il fait une superficie carrée, mais elle ne l'est pas, on voit bien. Eh bien, il est allé là, et c'est quelqu'un qui a eu la parole, le plaisir de dire « Majesté, vous devrez aller voir un autre château qui a une autre valeur que celui-ci, où vous serez aussi bien reçu. » Et c'est comme ça qu'on a envoyé une estafette pour demander à ce que le roi vienne ici. Il est venu ici, très charmé. Je sais qu'il a fait un don, mais je ne sais pas quoi. Quand on regarde sur le net, sur le château, il y a un truc qui vient tout de suite, c'est cette légende avec la fameuse famille d'Hongrois qui était dedans. Les Battianais. Parce qu'on est loin de la Transylvanie. Après, on en vient dire que la comtesse était une descendante de Vlad. Vlad Dracul. Alors on met cette légende de vampire, mais au final, c'est quoi? C'était un meurtrier. Il empalait les gens, quoi. Je veux dire, c'était pas un. Il empalait. Comment on peut avoir 40 seigneurs, avoir eu Louis XIV et au fait oublier toute cette histoire qui est fabuleuse pour en arriver à une légende. Pour en arriver 150 ans après à Exactement. Ça. Moi, j'ai analysé ça, personnellement. Je l'ai analysé. Vous, ça doit vous agacer de voir ça. Je dirais même, plus que ça m'emmerde. La chapelle en question, où on a retrouvé les 4 personnes, c'est dans l'image que j'ai ici, c'est dans la chapelle de Ternier. Donc la chapelle était là à Ternier, si vous avez eu l'occasion d'aller à Ternier une fois, la ferme est là, et en contrebas, 40 mètres plus bas, le terrain n'existe plus de nos jours, 40 mètres plus bas, on descendait, on arrivait à Ternier, à la fin. La fameuse chapelle. Alors quand c'était l'époque de Bastiani, là j'ai 2 versions de l'histoire. La première version, c'est une version médicale. Nous avons eu au XVIe siècle et XVIIe siècle 5 épidémies. Il y a une épidémie qui a décimé les 2 tiers du patelin. À ce moment-là, Farchienne avait 600 habitants. Il y a des maisons qui se sont trouvées vides. Hein. Moi, je remonte. C'est ma version historique. Et elle n'est pas dénuée de fondement. Valak Dracul, c'est le seigneur, il fait sa petite guerre avec son voisin, c'est simple, il a supprimé par là la moitié de la petite noblesse. Petite noblesse parce qu'il ne savait pas arriver haut. Eh bien, il a perdu sa bataille, on zigouille, sa famille, on le met sur un piquet, devant la tente, ici c'est chez moi. Et l'héritage de ça vient des Ottomans. Des Ottomans, ça vient, je vais loin, hein, de Genghis Khan. Ça vient de là. Pour moi, parce que le principe du PAL n'est pas quelque chose d'européen. Eh bien, ils ont gardé ça, mais avec une image chrétienne. Quand ils ont été exécutés, on a mis le pieu. Je l'ai eu dans les mains, moi, les pieux. Vous les avez vus, les clous? 2. Parce que nous, c'est ce qu'on a vu en On France, les a eus à l'église. Les clous, c'était quoi, 2,5 kg par clou Vous voyez les machins, là, allez. Vous avez vu le tyran qu'il y a dans les murs, là? Oui. Eh bien, c'est le système d'un tyran. Pour moi, c'était une légende. Les clous, j'y croyais même pas. Je me dis, si. C'est marqué. Il faut y croire. Et c'est pas. Mais là, en fait, vous avez eu les clous. Donc, cette histoire d'avoir été empalé. Donc, aller au musée historique de Charleroi. C'est bizarre d'accueillir un clou dans une église qui a servi à empaler un cœur. C'est le côté historique qui parle ici chez nous. Sûr. Alors, le clou en question, il était planté dans le cœur. Ouais. Alors, ce que beaucoup ne savent pas, c'est pas beau. Les têtes, toutes les têtes, elles ont été croquées et pour regarder Jérusalem. C'est échelonné sur quelques années, elle est morte. Voilà tous les morts. Et bien tous, avec les dates. 1, 2, 3, 4, 5. Un enfant de 5 ans, 4 mois. Donc, le dernier qui est mort, c'est le 6 du 7 47. Et le premier, c'est le 16 du 11
24. Vous voyez, tout ça sur 23 ans. A priori, les clous n'ont pas été fabriqués ici. Tous les clous du château ont été faits par des farciennois. Farciennes a fourni ici des milliers de clous aux États-Unis. Tout clous qui étaient fabriqués à la pièce. Donc les clous peuvent venir de Farciennes, puisqu'ils étaient spécialisés dans le clou, Tout à fait. bien sûr. Voilà les questions de réflexion. Oui, elles se posent 300 ans après, c'est maintenant. Par des recherches personnelles, je les énumère d'une façon continue et réfléchie. J'ai mis 3 petits points. Pourquoi que Rome et le Vatican, en tant que maître suprême de la foi catholique de l'Empire chrétien d'Occident, édité sous l'égide de Charlemagne, distillé ensuite par nous, par la principauté de Liège, et tout ce monde n'a rien fait au premier décès, voire au deuxième. Alors, la deuxième, il n'est pas reconnu d'épidémie à cette époque. Pour certains, la peste fit des ravages en 1626 et en 1740. Pas de conflit, pas de guerre, pas de querelle de biens. Pourquoi enterrer Acternier quand il vivait au château, il pouvait se faire inhumer dans la chapelle castrale? Il n'y a rien dans la chapelle castrale. C'est ça qui est marrant, c'est qu'ils aient fait rebâtir une chapelle de l'autre côté pour mettre les corps. Pourquoi ces rites, lorsqu'on est des chrétiens d'Occident, rites transylvaniens? Et tout ça, c'est pas de la carabistouille. Ben, Vous pouvez croire ce que je vous dis? Ah non, mais bien sûr. Parce que sincèrement parlant, je n'aurais pas fait ça. Parce que même les pouvoirs publics connaissent mes livres, ils ne peuvent pas me critiquer. Et voilà une deuxième bizarrerie. Lorsque j'ai pris contact avec M. Delattre, nous sommes entretenus 2 fois par téléphone, une fois pour montrer mon intérêt sur l'histoire du château et la deuxième fois pour cette prise de rendez-vous. Je lui ai dit, et je me suis présenté sous le nom de PML Investigation et sous mon nom et mon prénom. Je lui ai dit que j'allais être accompagné de 2 personnes, mais je n'ai jamais communiqué le nom et les prénoms de ces personnes. Et lorsque nous sommes rentrés dans cette boutique, qui est son ancien commerce de famille, Monsieur Delattre maintenant collectionne divers objets. Et là devant nous, la première chose que l'on voit, c'est cette caisse avec cette collection de livres. Tous les livres sont placés sur la tranche, sauf un seul, qui est debout, ouverture face à nous. Et très étrange, ce livre, sur sa couverture, a un pendu, et tout en haut du livre, c'est marqué Jordan. Le titre du livre, Corde raide, je vous invite à vérifier. Et alors forcément, stupéfaction. Si demain je venais chez vous, avec 2 personnes dont vous ne connaissez pas l'identité, quelles sont les probabilités que vous trouviez le prénom? Monsieur Delattre, je vous remercie de nous avoir accordé ce temps. Je vous remercie grandement. Merci beaucoup.